ce que nous recevons tous les jours. Là, ça va m'obliger à faire la description des gens qui les envoient. En fait, il y a trois personnes qui nous envoient beaucoup de ce qu'on appelle les diaporamas. Autrement dit, c'est des diapos, enfin peut-être pas diapos, mais c'est des photos sur un sujet quelconque. Ça peut être la visite d'un pays, ça peut être des histoires d'animaux, ça peut être des mimiques de chats, de chiens, ça peut être même de la propagande raciste, ça peut être des critiques politiques. Enfin, c'est extrêmement varié ce qu'on reçoit. Mais c'est très rare d'en trouver de très bons niveaux, quand je dis niveau au point de vue reportage. Par contre, il y a beaucoup euh, de diaporamas avec des très belles photos. Les fonds sous-marins, les... Alors, un petit mot quand même des gens qui nous en envoient. Il y a Nicole Roche, qui est une ancienne de la Lavanche, qui est à la retraite. En général, c'est des gens à la retraite. Il y a Jaline Briançon, qui habite à 200 mètres d'ici, mais qu'on n'a pas vu depuis je ne sais pas combien d'années. C'est assez bizarre son cas Mais tous d'ailleurs. les jours, elle envoie des diaporamas. Mais tous les jours, elle m'envoie des diaporamas. Bon, il y a la cousine de Geneviève, Jacqueline. Jacqueline, qui elle aussi est à la retraite, qui est à Internet depuis peu de temps, mais qui passe maintenant tous ses loisirs à s'en servir, à aller sur Internet. Alors elle aussi, elle nous en envoie beaucoup. Et toutes ces trois personnes que j'ai citées, mais il y en a encore d'autres, euh, d'une part, passent presque tous leurs loisirs à ça. Alors c'est pour ça que moi je reçois environ entre 15 et 20 par jour de diaporamas. Bon, alors moi, je peux dire un petit mot sur ces diaporamas. Moi, je n'en regarde pas. Théo, il les regarde. Alors, j'en regarde peut-être un tous les 15 jours quand il me dit celui-là, il est exceptionnel. En fin de compte, il peut y avoir des belles images, mais c'est absolument pas exceptionnel parce que on ne sait pas où c'est, on ne sait pas ce que ça représente. Et puis même un qui m'a dit qu'il était bien, qu'on a regardé ensemble, c'était sur Chamonix, et il y avait pratiquement pas de photos de Chamonix dans ce diaporama. C'était les... Donc, comme on connaît les coins, on sait, c'était Saint-Gervais, c'était plus loin. Donc moi, je trouve que c'est totalement inintéressant. On ne sait pas ce que c'est, il n'y a pas les noms. En plus, c'est des faux. Moi, je suis Mais allergique. Voilà. est-ce qu'il faut, sous prétexte qu'il y en a un sur 100 qui est intéressant, est-ce qu'il faut dire ne m'en envoyez plus? Bon, enfin, C'est moi, la question que je me pose. Ah, c'est sa ceinture de moine. Peut-être. Eh ben oui, ben, non Oui, mais oui, oui. tous les moines cisterciens ont un... Mais bon, C'est une ficelle, enfin, une corde. Non, C'est un ceinturon? bah, c'est Ah en bon, cuir. je ne me souviens plus bien. Oui, oui, ben, les enfants, quand vous étiez petits, qu'on allait dire bonjour à Rio, tous, vous êtes... surtout Xavier, qui était le filleul de Rio, prenait le bout de la ceinture de Rio et marchait derrière lui comme une procession. Voilà. Rio était ravi. Eh ben, vous allez rigoler. Quand la vie a démarré à Colombes, eh bien, j'allais la proposer dans les maisons autour de moi. On la vendait, on a fait la publicité, nous les jeunes à ce moment-là. Pareil pour Télérama. On allait de maison en maison, on frappait, puis on proposait et on achetait, ou ils achetaient pas. Mais c'était la façon de lancer un peu ça. Bon. Mais moi, je dirais que
Un jour, quand on s'occupait du journal de Rueil-Malmaison, plateau de Rueil, Altitude, j'avais été invité par le fondateur de La Vie à déjeuner. Il voulait savoir ce que j'avais dans le ventre ou dans le crâne. Oh, comment il s'appelle? On s'est aperçu qu'on n'avait pas du tout les mêmes idées. Enfin, les mêmes idées de confection d'un journal. Lui, il lui fallait des spécialistes ultra compétents, alors que moi, je disais, il faut prendre d'abord les gens du pays et leur demander ce qu'ils pensent. Oui, mais c'était pas du tout le même, le journal qu'il faisait et nous, Bien sûr, c'était deux destinations différentes. Mais il avait raison d'ailleurs, parce Bien que sûr. lui, son réseau était franco-français, tandis que nous, c'était uniquement un petit village. Il n'empêche que toute notre façon de fonctionner était opposée. Et c'est comme ça que il ne s'est rien passé après. Bien sûr que si, qu'il s'est passé des choses. Enfin, et des choses très importantes. Parce que on avait un ami, Aimé Savard, qui était rédacteur à La Vie. Et donc, il nous a beaucoup parlé de la vie. Et là, il nous a fait des conférences aux vacanciers. C'était formidable. Et puis, le journal La Vie a fêté ses 50 ans. Et il y avait une grande croisière qui était organisée. Tous ceux qui pouvaient, c'est vrai que ce n'était pas donné, mais c'était quelque chose d'extraordinaire parce qu'il y avait un programme incroyable. On a fait la Turquie. Et on a été reçus par comment s'appelle, le grand religieux là de... Athénagoras ou... Voilà, non, oui, quelque chose comme ça, je ne me souviens plus, vous voyez. Après, on est allé au Liban, on a été reçus par le Hezbollah, on est allé en Israël, où on a été reçus par Shimon Peres. Dans un restaurant de Jérusalem. Voilà, alors on était 2200, ce qui est beaucoup, mais donc c'était une croisière. Et puis après, on est allé à Gaza. C'était une croisière, nous voguions la nuit, et tous les matins on arrivait dans un pays, donc il fallait présenter les passeports, et puis on avait notre autocar, parce que c'était 40 personnes avec un animateur et on partait, on se retrouvait. Alors, et d'Israël, on a visité Yad Vashem avec l'abbé Pierre, avec Bernard Kouchner. C'était quelque chose d'extraordinaire sur un plan émotif et pour nous c'était incroyable. Et puis nous avons été reçus à Gaza. Et à Gaza, d'abord on avait toujours l'abbé Pierre avec nous, d'abord par la femme de Yasser Arafat, et puis par le maire de Gaza, et puis voilà. Et le soir même, Yasser Arafat est venu. Et c'était au mois d'octobre ou début novembre, je ne sais plus exactement. Et on était plein d'espoir parce qu'il a dit bien chrétiens et musulmans, on pourra se retrouver à Noël. Tout sera ouvert, etc. Il finissait de construire l'aéroport de Gaza et vraiment on a cru que ça allait marcher. Seulement 15 jours après que nous étions rentrés en France, un extrémiste juif assassinait Yitzhak Rabin et tout était remis en question, les accords de paix. Ça nous a fait beaucoup. Bon, je ne dis pas, hein, par tous les gens où on a été reçus dans les pays, c'était quelque chose d'absolument extraordinaire. Et après, alors sur le bateau, une fois qu'on rentrait, il y avait des
des discussions, des forums. Les gens voulaient savoir et discuter. Alors quand on s'est arrêté en Syrie, il n'était pas mort, le père de celui qui est actuellement là, le responsable de Syrie, je ne me souviens plus du nom. Et j'avais une migraine pour descendre du bateau le matin. Alors je dis, moi je ne peux pas y aller, tant pis, ma journée, je ne peux pas. Alors, des responsables arrivent, et Savard arrive, et il n'est pas question, hein, il faut que tu viennes absolument, parce que s'il en manque un, tout le voyage est annulé, parce qu'on a déjà tellement de mal. C'est vrai qu'on avait été arrêtés dans la nuit, ils ne voulaient pas qu'on rentre dans les eaux territoriales des pays, donc ils avaient discuté, il faut absolument, tant pis, tu te traînes, tu causes à personne, mais tu viens. Alors, je me suis dopée, je suis venue. Et puis, dans le cours de la journée, c'est passé. D'ailleurs, on a visité comme ça la mosquée des Omeyyades. On ne pouvait pas voir que j'avais la migraine parce qu'il a fallu qu'on mette des grands trucs noirs, on ne voyait plus. Sous le truc noir, un foulard pour pas voir un cheveu qui dépassait. En plus, nu-pied dans la mosquée et tout. On est resté là. Déguisé, c'était pas possible. Et puis, ma foi, ça a été. À partir de midi, j'ai pu profiter, si je puis dire. Voilà. Alors, c'est bon? On va descendre, on va aller dehors. Alors allez-y pendant que ça n'a pas démarré. Ah. Vous avez trouvé des gants? Il reste 5 minutes hein, sur la bande. Ah bon, alors, vas-y, on finit. Allez vite. Qu'est-ce qu'il fait? Ils vont faire une bagarre de boules de neige. On va aller dans le champ d'à Mais côté. laisse-les, écoute, ils sont assez grands pour ce qu'ils ont à faire. C'est toi? Oui, il y avait une cave, mais, En terre battue, hein, le sol en terre Oui. battue. mais on s'en servait pas vraiment comme cave puisque nous n'avions pas de collection de vin comme certains. Alors, je m'en servais pour faire des travaux de menuiserie. Je m'étais installé une sorte d'établi, j'avais des scies, des marteaux, etc. Et puis, l'avantage aussi, c'est que nos enfants pouvaient venir se servir des marteaux et des scies et aussi apprendre à planter des clous. C'est pour ça que maintenant, ils sont si adroits pour le bricolage. L'ego selon Théo. L'ego, ton L'ego. ego. EGO. Quel égo! Moi, je trouve que c'est péjoratif de parler d'égo. Bon, il faut être ce qu'on est, point final. Je ne vais pas me priver de mon ego. C'est un bon copain. La Ah. voiture. On a eu plein de voitures. On en a la liste d'ailleurs. Oui, Théo a fait la liste des voitures. Alors, effectivement, la famille, elle s'agrandissait. Elle s'est agrandie. On a eu 4 enfants, puis les enfants, ils commençaient à grandir. Et puis, on partait camper. On partait faire de la montagne. On partait faire de la spéléo. Ce qui fait que on avait, comment dirais-je, on n'avait pas suffisamment de place pour emmener tout notre matériel. Alors, on a acheté une grosse voiture et à laquelle on a attelé une remorque. Ce qui fait que quand on partait, il y avait toutes les chaussures de montagne, il y avait enfin Le matériel spéléo, le matériel de camping, enfin bon, les bateaux, oui, enfin, pneumatiques. voilà. Mais donc, on avait cette grande voiture Ariane, qui bouffait d'ailleurs de l'essence, c'était pas possible. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que elle chauffait dans les montées. Elle chauffait beaucoup. Le radiateur, parce qu'à l'époque, il y avait les radiateurs où il fallait remettre de l'eau, ça se fait plus. Ça bouillait au bout d'un certain Ça temps. bouillait au bout d'un certain temps, il fallait s'arrêter, ouvrir le radiateur, attendre que ça refroidisse, et puis on repartait. Alors, c'était des souvenirs pas possibles. Voilà. Et puis, elle n'était pas tellement maniable.
cadeaux de Claire. On en a eu tellement de cadeaux de Claire. On est submergé de cadeaux. Alors, Ah, les on cadeaux. aurait presque tendance à dire Claire ne nous fait plus de cadeaux. Parce Non, que mais Théo, il n'aime pas les cadeaux. on Alors. n'arrive pas à les manger, on n'arrive pas à les ranger, on n'arrive pas. Puis après, il faut à notre tour qu'on lui refasse des cadeaux, si bien que toute la vie se passe en cadeaux. Voilà. Mais Théo n'aime pas les cadeaux. D'ailleurs, vous pouvez remarquer, il m'a pas fait de cadeau pour Noël et je lui en ai pas fait. Ah oui, Mais il n'aime pas les cadeaux. Donc, heureusement qu'on a nos Pour se enfants faire ruiner. qui me font des cadeaux ou bien d'autres gens, parce que sinon, j'aurais pas grand-chose. Hein. si je faisais vraiment les cadeaux que je voulais faire, on serait complètement sur la paille. Il n'y a rien à ajouter ça, parce qu'on n'a pas du tout la même conception. Mais je ne sais pas quoi dire. Un cadeau, moi, ça me fait un immense plaisir. Moi, je m'en souviens plus. Moi, je m'en souviens. Avant les remontées mécaniques modernes, qui consistent en des télésièges ou télécabines, il y avait des fils-neige. C'était une simple corde, grosse comme un doigt à peu près, pour qu'on la tienne bien à la main. Alors, il suffisait de se tenir au bas de la corde, et le moteur enroulait la corde en haut, si bien que il suffisait de ne pas lâcher pour arriver en haut de la pente. Arrivé en haut de la pente, hop, on lâchait tout et on redescendait à ski. Voilà, c'était ça les fils-neige. Et il y en a eu aussi au CIM avant que nous venions. En bas de la Flégère. Si, moi, je l'ai vu Tu l'as vu. un an ou deux. Voilà. Voilà. Alors bon, Théo, comme il avait fait toute la généalogie des Matedi, effectivement, il a commencé la généalogie des Deux-sur-Rhône. Mais il a commencé en prenant tous les documents que Dadou avait mis de côté. Et lui avait fait des recherches chez le notaire, avec Pierre Christophe d'ailleurs, chez les notaires là-bas de Thury-Harcourt, etc. Et il était remonté déjà pas mal loin, à 1665, je crois. Il y avait quelques trous, mais c'était intéressant. Et puis, Théo, il a travaillé beaucoup, c'est pas moi du tout au début. Alors, je reprendrai après, tu peux y aller. Mais j'ajouterais que il y a des ancêtres de Geneviève qui ont émigré au Canada dans les premières années de colonisation du Canada. Et quand on est allé voir Pierre Christophe à Montréal, non, c'était à Montréal, il y avait à côté de chez lui un club, enfin une association de généalogie. Alors je me suis précipité là, un jour où on n'avait rien à faire, et j'ai été très très bien reçu, pris en charge par des généalogistes qui m'ont dit qu'est-ce que vous voulez, et on m'a sorti des tas de dossiers, et effectivement il y avait toute l'histoire des ancêtres, enfin des ancêtres probablement du cousinage. Je ne sais pas si Si, on a retrouvé, enfin des Deux-sur-Rhône, c'est une femme Voilà. de Deux-sur-Rhône. Voilà. Elle était, je ne sais plus exactement, et lui était avocat. Elle était d'une famille de notaires, quelque chose comme ça, de Clécy. Bon, en tout cas, Et alors, cette femme, elle a émigré, ils étaient dans les premiers émigrants pour le Canada. J'ai les dates 1600. Et Théo a retrouvé, ils ont fait souche là-bas, ils sont devenus des commerçants, ils ont laissé complètement ce qu'ils étaient au départ, ils sont devenus des commerçants, et des commerçants je brassais beaucoup. qui brassaient beaucoup. On a des inventaires de bateaux, D'ennemis bateaux. c'est fou, c'est très très intéressant.
En tout- Voilà. Mais on n'a pas pris contact avec eux. oui, mais alors il faut dire quand même que on m'a envoyé aux Archives nationales du Québec. Et on m'a donné des rouleaux de, Microfilm. de microfilm qu'il fallait mettre dans un appareil aussi compliqué que l'ordinateur, mettre une pièce de $25, et puis il fallait visionner donc toutes sortes de documents, et dès qu'il y avait le nom de Suraude, ou enfin des Qui a peut-être ancêtres, son mari. crac, j'appuyais sur un bouton et j'avais la photocopie du document. Alors je suis revenu avec un paquet comme ça de documents dont j'ai fait une copie complète à la photocopieuse que j'ai donnée à Pierre-Christophe en espérant qu'il ferait le boulot de la traduction parce que c'était du vieux français et il fallait bien comprendre ce que la teneur des textes. En tout cas, Pierre-Christophe, malgré son courage, n'a pas fait ce travail et je cherche parmi mes Mais petits-enfants. il n'est pas à la retraite, Pierre-Christophe. Il fera ça à la Alors, en retraite. tout cas, Oh. je vous préviens que dans mes archives là-haut, j'ai plein de photocopies intéressantes qui n'ont pas été exploitées. Et il y aurait beaucoup d'anecdotes à raconter sur la généalogie que j'ai découvert. Par exemple, je savais que ma grand-mère maternelle, celle qui venait de Val-de-Blore, dont on parlait tout à l'heure, la mère de mamie, de ma mère, eh bien, et quand elle était jeune, elle a fait des études, et quand elle était jeune, elle a essayé de rentrer dans les ordres. Et alors, ça a été une course à demander à tel couvent, tel autre couvent. Alors, on disait, ah non, elle n'est pas passée chez nous, mais demandez à tel autre couvent, demandez à tel autre couvent. Et un beau jour, on reçoit une enveloppe, une grande enveloppe. Bien sûr, elle a été chez nous de telle date à telle date, et photocopie de la page concernant ma grand-mère au milieu d'autres. Alors, il y avait juge, José, rentré au couvent, a fait ses premiers, enfin, c'était pas des vœux, je sais pas ce que c'était, à telle date, etc. Et puis elle en est sortie à telle date, n'avait pas la vocation. Il y en avait d'autres, alors du coup on a regardé les autres, eh bien il y en a, elle chantait faux. Il y en a d'autres, enfin c'était à mourir de rire. N'empêche que... Enfin, je crois qu'on peut ajouter que la généalogie familiale nous a fait faire beaucoup, beaucoup de voyages, Voilà. que ce soit dans les archives françaises, mais un petit peu partout ailleurs. En Par exemple, Normandie, on a fait un séjour, on avait loué un gîte pendant 15 jours et on est allé aux archives départementales de Caen, mais aussi dans les différents villages et les mairies où on savait qu'on pouvait trouver des archives. Et puis voilà, quoi. et puis je suis même allé passer un jour, une journée aux archives militaires de Turin en Italie pour chercher des traces de l'ancêtre de Geneviève, Charles Duge, qui avait été commandant-major, un truc comme ça, dans les armées du roi, je ne sais plus, Emmanuel, enfin un roi italien. Et même les aborigènes, par l'intermédiaire d'une amie, nous ont demandé des renseignements pour avoir, par l'intermédiaire d'une trappe, des attestations pour récupérer leurs terres. C'est une longue histoire aussi. Oh, c'est une époque extraordinaire. Une épopée. On a eu 5 ans là de formidables. Quand on est arrivé au plateau de Rueil, on allait à la paroisse Notre-Dame de la Compassion. qui se trouvait sur le plateau de Rueil. D'ailleurs, À la c'était limite. pas une vraie église, c'était une espèce de baraque. Ouais. Et le curé, je me souviens plus de son nom,
avait eu l'idée de faire un journal qui était distribué à tout le monde. On tirait à 5000 exemplaires Oui. tous les mois et on avait tout un service de distribution. Tout le monde recevait ce journal tous les mois. Alors seulement ce journal, il était un petit peu insipide, en ce sens qu'il y avait comment dirais-je, des officines qui vendaient des articles tout faits. Alors, on choisissait, enfin, à cette époque-là, au début, il fallait choisir des articles qu'on mettait dans le journal. Et il faut dire que ces articles qui étaient fabriqués par des... Non, mais très vite, on a laissé tomber complètement. Alors, Euh, ce système, oui, alors il faut dire qu'on est venu me demander pour donner un coup de main pour ce journal et j'ai accepté. Enfin, je dis j'ai, mais c'est tous les deux, puisque on y a travaillé ensemble. Bon. Et très vite, on a dit ce système, il est complètement obsolète, archaïque, insipide. Ça donne une plus mauvaise image quand on a lu le journal qu'avant de le lire. Alors à partir de ce moment-là, j'ai dit, on fera faire les articles par les gens du pays, même si c'est mal écrit, même s'il y a des fautes, et puis on ne fera pas de censure. Évidemment, il ne faudra pas qu'ils disent trop de conneries, mais ça sera vraiment un truc participatif et non pas du tout fait. Et on a réussi à fédérer une équipe qui était vraiment... il y avait... Tous les milieux étaient représentés, aussi bien le quartier des militaires que les HLM. Et ça, c'était passionnant. Et tout le monde s'est passionné pour cette petite aventure. Hein, voilà. Et on s'est pris au mot. Et puis, il y avait un gars, un gars qui travaillait chez Renault et qui dessinait, il était dessinateur. Il dessinait des voitures. Il dessinait les voitures à longueur de journée. Oui. C'était son métier. Mais il avait aussi comment dirais-je, un coup de crayon très bon. Il était capable de faire des caricatures, de faire des illustrations, c'était extraordinaire. Alors on lui a demandé, est-ce que tu veux illustrer le journal? Et à chaque tirage de journal, c'est-à-dire chaque mois, il nous fournissait donc des caricatures ou des dessins humoristiques, qui étaient très très intéressants. Alors c'est comme ça que, au fond, en 5 ans, on a appris à devenir pratiquement des vrais journalistes. Il fut une époque où on faisait beaucoup de photos de nos enfants, on en envoyait à Rio, et Rio qui est... Ah, je vais quand même ouvrir une parenthèse. Il y a 2 minutes, hein. C'est tout ce qui reste. Bon, alors, Rio, c'était un Chinois que nous avions hébergé dans la famille et puis qui a terminé comme moine à la trappe de cette fond. Et comme il était chargé de faire la pub de la Germaline, il utilisait toutes les photos de la famille Matodi pour montrer, vous voyez, ces beaux petits-enfants, ils mangent de la Germaline. En fait, je ne sais pas si on a mangé beaucoup, il n'empêche que ça a permis à la trappe de cette fond de survivre. Alors là, ça, c'était une guerre contre les puces. Donc, on a parlé tout à l'heure de la crise du logement. Quand nous avons quitté la fameuse maison de l'avenue du Château, on a trouvé 2 petites pièces et une toute petite cuisine que Théo a aménagée pour installer notre petit nid. Et c'était au premier étage, chez des gens âgés, gentils comme tout, mais qui étaient devenus vieux et que le ménage n'était pas fait. Et ils avaient des chats. Et il n'y avait pas les aspirateurs qu'on a maintenant.
Ils avaient des chats et les chats avaient des puces. Et il y avait des puces en permanence. Alors quand j'ai eu Jean-François et Didier, parce que Xavier, on n'est pas resté longtemps, il avait 3 mois quand on a déménagé, vous étiez piqué la nuit, parce que les puces, et bien, en passant, on en ramassait, puisqu'on habitait au premier, et ça a été une guerre contre les puces, et je me souviens, c'était une boîte poudreuse de poudre qui s'appelait Aftiria, et il n'y avait que ça qu'on pouvait... C'est une sorte de DDT. Alors un jour, j'en ai eu tellement marre avec les Lemouroux que je leur ai demandé si je pouvais faire le ménage à fond chez eux et mettre plein d'Aftiria. Ils ont dit d'accord. Alors qu'est-ce que j'ai attrapé dans leur chambre comme puce? C'est absolument horrible. Et c'est pour ça qu'on a été tellement heureux après de s'installer à Rueil dans un 4 pièces. Nous avons donc commencé notre vie de famille avec les puces. Moi, j'en prends pas. Il n'y a que moi qui peux parler des médicaments. Théo, ça fait peut-être au moins 3 ans qu'il n'a pas pris un cachet d'aspirine. Et il ne prend aucun médicament. Aucun. Et puis quand on lit les journaux, on se dit heureusement qu'on ne prend pas le médicament. Ceci dit, peut-être qu'il y a quelquefois des cas où les médicaments guérissent. Peut-être. Enfin, ceci dit, moi j'en prends quand même 6 par jour. Et si je ne les prenais pas, ben, je ne serais plus avec vous, j'aurais plus ce plaisir d'être avec vous. Enfin, j'espère que tu ne prends pas du Mediator. Alors, en fin de compte, je pense que je ne peux que dire merci aux médicaments, quoi. Mais c'est vrai que quelquefois, ils m'ont rendu pas mal malade. Enfin, mon frère Bernard a été visiteur médical, mais il est un peu fou. Ah oui, c'est une richesse incroyable, les amis. Oh, pas autre chose à dire, moi. Oui. Et toi? Moi, je ne me pose pas la question. J'essaye d'en avoir le plus possible. L'héritage matériel, néant. L'héritage humain, énorme. Ma grand-mère est la personne qui est restée le plus longtemps dans la famille, puisque c'est la dernière qui est décédée de tous ceux qui sont partis avant, c'est-à-dire mon père, ma mère, ma tante, et c'est elle qui a terminé. Bon, ma grand-mère donc était remplacée, enfin a remplacé notre mère même quand elle a disparu en 1946. Bon, mon grand-père, pour moi, c'est très important aussi parce que il s'occupait des petits Matedi, enfin de ses petits-enfants, en même temps qu'il jouait un petit peu un rôle d'animateur pour l'école dont mon père s'occupait. J'allais donc faire des tours, des balades dans la forêt de Meudon. C'est lui qui m'a appris à aller aux champignons, c'est lui qui m'a appris à couper des bouts de bois, c'est lui qui nous emmenait ramasser des écrevisses quand on allait en vacances à Hortes. Enfin, pour moi, un grand-père et une grand-mère, c'est un capital extraordinaire. Même, j'ajouterais dans l'héritage des Muller, t'as ta tante qui a joué un grand rôle Aussi, oui. chez vous. Elle était institutrice, elle avait une très bonne place, enfin, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de femmes, elle était à Neuilly, et elle a renoncé à la mort du papa de... À la maladie, d'abord. Oui, pendant la maladie du papa de Théo. Qui avait la tuberculose. Ouais. Eh bien, elle a arrêté de travailler pour aider sa sœur
Et sa mère a soigné, puis a s'occupé de tous les petits. Parce que, en même temps, la maman de Théo attendait Marie-Françoise. Donc, voilà. Je dis qu'on n'a pas d'héritage, mais en fait, il y a un petit héritage. Ma tante m'a donné des haches préhistoriques. C'est pas elle qui s'en servait, c'était des parents d'élèves de son école qui lui en avaient fait cadeau. Des haches polies de toute beauté. Quant à mon grand-père, j'ai encore des rasoirs coupe-chou, des rasoirs, des espèces de couteaux qui permettaient de racler les joues à son époque, parce que les rasoirs avec des lames n'ont existé que beaucoup plus tard. Et puis il y a encore une médaille que mon grand-père avait eue un jour où dans une rue de Paris, il y avait eu un drame, il y avait eu un accident de voiture, mais ce n'était pas des voitures comme maintenant, c'est des voitures à chevaux. C'est un fiacre, oui. Et donc le cheval était à moitié mort, et la police voulait tuer le cheval pour l'achever. Mon grand-père a dit non, on peut le sauver, ce cheval. Et il s'y connaissait en chevaux, il a réussi à le faire se relever, le détacher, etc. Et le cheval n'a pas été tué. Et la Société protectrice des animaux lui a donné une médaille que j'ai donnée à mon frère Bernard, qui est à Nancy, parce que Bernard était, disons, un petit peu le chouchou de mon grand-père, enfin, sans exagérer. En fait, ma passion pour les insectes a commencé à Saint-Jean-de-Mont. Il y avait une forêt qu'il fallait traverser pour aller sur la plage et dans laquelle il y avait toutes sortes de papillons. Il y avait aussi des sauterelles que les gamins aimaient manger. Et ils nous en offraient de temps en temps pour nous dire « Théo, regarde comme c'est bon, goûte à cette cuisse de sauterelle. » Enfin, bon, en tout cas, comme je jouais au petit naturaliste, j'ai très vite appris à connaître tous les papillons, disons de France, ou presque, et d'en faire la collection. Alors j'allais acheter des aiguilles spéciales chez Boubet, place Saint-Michel à Paris. Et il y avait les boîtes aussi, les boîtes spéciales. Mais les boîtes, je les fabriquais en général. Et je faisais des boîtes de papillons classées par catégorie, les papillons de nuit, les papillons de jour, etc. Alors les papillons de jour, les papillons de nuit, je veux dire, m'intéressaient particulièrement parce que c'était les plus grands de France. Et j'ai un exemple. Un jour, un garçon de l'école, un pensionnaire, est venu me voir et me dire « J'ai trouvé dans le rideau ce cocon. » C'était un grand cocon qui avait 6 ou 7 cm de longueur, un beau cocon de soie. Alors je l'ai mis dans une boîte en carton et j'ai attendu le printemps parce qu'il l'avait trouvé en hiver. Et puis au printemps, tout d'un coup, j'entends du bruit dans la boîte. C'était un grand paon de nuit. Femelle. On reconnaît la femelle parce qu'elle a des antennes qui sont très très étroites et très courtes. Et à cette époque-là, j'habitais avenue du Château. Dans la fameuse chambre qui m'avait été prêtée par Madame Bonvin. Comme je dormais la fenêtre ouverte, j'avais peur que le papillon s'envole et s'en aille dans la nature. J'avais mis sur la boîte un tissu qui lui permettait de respirer, mais qui l'empêchait de s'enfuir. Et puis, le lendemain matin, Madame Bonvin me dit « Oh, monsieur Matedi, j'ai eu très peur cette nuit, j'ai pas dormi du tout parce qu'il y avait des oiseaux qui venaient se cogner contre mes fenêtres
Et je lui ai dit, mais Madame Monvin, n'ayez pas peur, ce n'était que des papillons. Comment? Des papillons? Mais ça sort pas la nuit, les papillons. Je dis, si, si. J'ai dans ma chambre une femelle de grands-ponts de nuit. Et les grands-ponts de nuit, les femelles fabriquent un phéromone plutôt, qui se diffuse jusqu'à une dizaine de kilomètres de distance et qui attire les mâles. Et donc c'est tous les mâles de la région située à 10 kilomètres autour de la maison qui avaient senti l'odeur et qui venaient pour voir la femelle que j'avais dans ma chambre. Alors d'ailleurs, la chambre était remplie d'énormes papillons qui font à peu près 15 cm de largeur. Alors, Bon, moi, je vais rajouter quelque chose. J'ai mon frère qui est parti un moment en Indonésie et comme il savait que Théo était un amateur de papillons, il a envoyé à Théo des magnifiques papillons de toutes les couleurs. Et, bien entendu, Théo a fait des belles boîtes et notre salon à Rueil avait 3 ou 4 belles boîtes de papillons absolument magnifiques de toutes les couleurs. elles sont toutes Ouais. autour de vous. On va commencer par le début. Xavier, quand il était petit, donc était sourd, mais on ne le savait pas, mais il n'entendait pas bien. Et Pourquoi il était quand sourd? il rentrait de l'école, il voulait me raconter sa journée d'école. Et il me la racontait, il n'arrivait pas à s'exprimer oralement, donc il prenait une craie et il me dessinait sa journée, il me racontait sa journée en la dessinant, etc. Ce qui fait que Théo avait installé un tableau sur une porte dans la cuisine et il y avait également un tableau dans la chambre. Ce qui fait que Xavier il pouvait s'exprimer. Et puis petit à petit, il s'est mis à faire plus en s'exprimant encore plus. On s'est aperçu qu'il était sourd, il a été opéré, il entend parfaitement bien à partir de 6 ans. Et c'est de là qu'il a continué à s'exprimer par le dessin. Alors il faisait même au début des tableaux, je les ai toujours là-haut, avec des bouts de bois qui clouaient, de la peinture, il mettait même des cheveux, il mettait même... Enfin, c'est ses premières œuvres. Et puis petit à petit... On a toujours essayé de mettre un nom sur son type d'art. C'est de l'art moderne, spontané, enfin, je sais plus. Enfin, quoi qu'il en soit, il a quand même un petit défaut, c'est qu'au lieu de faire des petits tableaux comme ça, qui tiennent dans une pièce, il fait des tableaux tellement grands que ça ne tient pas chez lui. Alors il les met chez d'autres, chez nous en particulier, si bien qu'on en a plein de greniers, plein dans toutes les chambres, Mais plein il dans va les tables, récupérer ça quand il aura son chalet. dans 3 ou 4 ans. Mais Xavier, et après, il l'a exposé, et il a fait des belles expositions, même internationales. Mais il fait aussi bien de la peinture, disons, réaliste, comme le tableau qu'il y a là qui représente la Lavanche, que des caricatures ou des choses monstrueuses. D'ailleurs, ce n'est pas forcément de la peinture qu'il fait. Quelquefois, il fait de la mosaïque. Il avait, dans son ancien appartement qu'il a revendu, il avait tapissé toutes les douches avec des mosaïques, dont j'ai gardé d'ailleurs la photo. Ça tient moins de place qu'en vrai. Alors, nous sommes lancés dans la spéléo à la Lavanche. Ça a commencé par la visite de la grotte du Pic, et puis ensuite on a fait des gouffres, mais pour faire des gouffres, il fallait des échelles spéciales. À l'époque, c'était des échelles avec des barreaux d'aluminium qui faisaient
une vingtaine de centimètres de largeur environ, et puis ces échelons étaient supportés par des câbles d'acier. Seulement, ça coûtait cher. Puis on n'avait pas de subvention au centre de la Lavanche, de subventions importantes pour acheter des trains d'échelle. Alors au début, on s'est mis à fabriquer nous-mêmes nos échelles en utilisant des bâtons de ski qu'on coupait à la longueur voulue et sur lesquels on fixait les câbles qui soutenaient les barreaux. Et puis, on a eu des renseignements techniques d'un club de Cannes, un club spéléo de Cannes, qui nous a dit ben, il y a le système des câbles déviés qui consiste à introduire le câble par un bout du barreau et de le bloquer avec un rivet. Alors, il y avait des jeunes de la Lavanche qui préféraient, plutôt que de faire leur devoir, venir chez nous scier des barreaux. Et après, on faisait le montage des échelles. Si bien qu'on s'est constitué à peu près une quinzaine d'échelles, ce qui représentait 150 mètres, avec l'aide des jeunes vacanciers, des jeunes spéléos. Et il me reste encore dans mes archives. Et ça a continué à Colombes. Oui, et à Colombes. À Colombes, beaucoup aussi. Voilà, oui. Voilà l'histoire des échelles. On est toujours dans le néolithique. Il n'y a qu'à regarder à Paris. No comment. Ah oui, c'était très important à l'époque. C'était très important. Et quand j'étais petite, moi, c'était pas un plaisir, parce qu'à Jeanne d'Arc, ça n'a jamais été un plaisir, parce que le prêtre était un vieux prêtre sourd qui nous traumatisait. Mais du jour où j'ai fait de la GEC, ça a été quelque chose de formidable, parce que j'ai découvert une dimension spirituelle que personne m'avait préparé à découvrir. Je les ai découverts dans les camps GEC, j'en parle d'ailleurs dans mes mémoires. Et puis pour nous, c'était important de se retrouver avec les autres, de partager. Et puis avec le temps, bon, alors ça durait longtemps, pareil, on emmenait nos enfants à la messe, c'était en même temps un acte social et spirituel qui était très important. Et puis un beau jour, comme tout, on évolue, on creuse, Je crois que le fait de s'occuper des autres, par exemple quand on était au CIM, professionnellement, si on était parti pendant une heure ou deux en quittant notre lieu de travail, d'une part, ou bien si on laissait tomber des gens d'autres religions qui n'allaient pas à des offices, ça aurait créé un manque auprès des gens dont on s'occupait. Et je crois que ça a joué aussi un petit peu. Il faut dire aussi que les offices religieux catholiques ont démarré il y a très très longtemps et
il n'y avait pas eu beaucoup de renouvellement dans le fonctionnement d'un office dit religieux. Si le christianisme était créé aujourd'hui, les offices, enfin les réunions de chrétiens ne se passeraient pas du tout de la même façon. Et donc ce vieillissement dans le peuple chrétien, malgré les efforts du Concile, n'a pas suffi à créer disons, un plaisir de se retrouver ensemble. Donc, petit à petit, il y a une désaffection des offices religieux, sauf pour les gens qui sont très, très accrochés aux traditions. Mais on parle de toi, on ne parle pas des gens en général. Oui. Bon, Oui, je parle de moi. bon. Mais bon, moi, je ne vois pas ça comme ça. Je ne vois pas du tout Enfin, comme ça. Il y a plusieurs façons de le Enfin, voir, mais ça entre en ligne de C'est compte. ta façon à toi de voir Voilà. qui est très bien. Parce que moi, c'est pas vrai. Les offices à Colombes, c'était la mission de France avec le père Michonneau. C'était très vivant, on était très en avance, puisque... Oui, mais c'est peut-être arrivé trop tard. Bon, mais c'est pas ça. Je crois que personnellement, on évolue, on lit, on découvre les autres religions, on découvre d'autres gens, et tout en ayant une foi dans quelque chose, on s'aperçoit que les moyens, je pense que les religions, c'est des moyens pour les gens d'atteindre. Moi, je m'en suis désintéressée. Par contre, ce côté humain de l'autre, etc., ça a été mon moteur, quoi. Mais bon, les sacrements, à un moment donné, bon, ben, je crois plus aux sacrements. Enfin, tout ça, ça devient secondaire. C'est un accessoire, voilà, mais pas... Oui, mais, Pour moi, je veux pas parler... mais l'essentiel y a perdu. Le mot religion, tous les historiens diront que ça vient du mot latin qui relier les gens ensemble. Ouais. Et cette fonction de relier les gens ensemble a baissé. Puis elle fait le contraire. Les religions, souvent, font... Bon, enfin, quoi qu'il en soit, on a beaucoup voyagé. Moi, je me suis intéressée à beaucoup de religions, donc j'ai lu beaucoup. Et petit à petit, je suis arrivée à... J'ai toujours une foi et une espérance que l'esprit arrivera à bouger la patte humaine, mais l'humanité, elle est en marche, et on fait partie, on marche avec, et voilà, quoi. Mais les esprits critiques disent, là c'est une boutade, il faut considérer comme ça que nous avons peut-être le même Dieu, on n'en est pas sûr, en parlant des religions en général, mais on est sûr d'avoir le même diable. Y a-t-il un Dieu? Voilà, quoi, c'est ça. Je l'ai encore, enfin tout au moins sa copie. Je pourrais la retrouver, elle est dans un dossier qui est bien calassé dans mes archives. C'est toujours le problème des archives. Non, mais raconte. Alors, il faut dire que j'en avais marre du Touring Club. Je n'avais pas eu l'augmentation qui était promise au, comment dirais-je, au comité d'entreprise. C'était pas une histoire de mérite personnel, c'était une histoire de convention collective. Alors, Et tu n'étais plus d'accord avec la ligne, et la puis politique du j'étais tourisme. plus d'accord avec la politique du Touring Club de mon directeur. Il faut dire que ça s'est très souvent terminé comme ça. Quand je ne suis pas d'accord avec une politique, je fous le camp. Alors, je disais que je donnais ma démission malgré
mes 15 années de loyer au service et je donnais comme raison eh bien, l'incapacité du directeur à suivre une politique bénéfique à la jeunesse du Touring Club, enfin la jeunesse, c'est-à-dire aux jeunes du Touring Club, et, euh, et il se moquait à mon avis, il se moquait de ses employés. Alors ça a fait un gros scandale, mais j'avais donné ma démission, donc je suis parti. Alors le directeur en a profité pour faire retirer mon bureau. Non, 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 tu oublies une période. Nous dirigions toujours le centre de la Lavanche. Donc nous sommes partis diriger le centre de la Lavanche à Pâques, les 15 jours de vacances avec les jeunes pour faire de la spéléo. Et quand nous sommes rentrés, Théo avait donné sa démission avant, eh bien, Théo n'a rien retrouvé comme meuble dans son bureau. C'était très drôle. Mais ça ne m'a pas empêché d'organiser comment dirais-je, une réunion d'adieu avec tout le personnel du service jeunesse et tous les amis du Touring Club qui nous étaient favorables. Et, et on a bu le champagne, on a bien rigolé. Je me suis déguisé avec un queue de pie, etc. Et c'est comme ça que je suis parti du Touring Club. Et je suis sûr que tous les gens qui ont fait partie de cette réunion s'en souviennent. Et tu avais distribué des médailles en chocolat. Oui, oui, oui. Ça, ils s'en souviennent tous. J'ai oublié de dire que quelque temps avant, le directeur du Touring Club avait reçu une médaille. Je ne sais pas si c'était la Légion d'honneur ou un truc comme ça. Alors, j'ai fait une parodie de distribution de médailles. Mais moi, ce que j'ai distribué, c'était des médailles en chocolat. Voilà, alors mon chef le plus proche ne savait pas s'il fallait rire ou pas. Mais enfin, moi, j'ai bien ri. Alors, il faudrait peut-être quand même, pour être plus sérieux, dire... Comme si on n'était pas sérieux. Théo, quand il a donné sa démission, il a fait sa lettre de démission, il l'a donnée aux délégués syndicaux, et cette lettre a été distribuée aux 250 employés du Touring. Et alors c'est à partir de là que ça a fait un foin pas possible, et c'est pour ça qu'au retour du centre de la Lavanche à Pâques, il n'a pas retrouvé ses meubles, et il n'a pas eu besoin de faire ces 3 mois de, comment on dit, 3 mois préavis. De préavis. Voilà. Alors ça m'a permis de venir plus tôt à venir Chamonix. 3 mois plus tôt au nouveau centre que je dirigeais à Chamonix. Oh la vache! Oh la vache! Oui, ben oui, l'estime de soi, mais je ne sais pas comment te dire. Pour garder l'estime de soi, il y a plein de choses que peut-être j'aurais eu envie de faire et que je n'ai jamais fait, je ne sais pas. Ça m'a peut-être aidé à me tenir debout, j'en sais rien. Je ne sais pas. Alors, dans la photographie, il y a 2 choses, à mon avis. Il y a d'une part les portraits ou les scènes que l'on met dans l'album de photos familiales. Là, ça sert pour se remémorer le passé. C'est une fabrique de souvenirs. Mais il y a aussi tout le côté technique, c'est-à-dire la prise de vue, le développement, le tirage, la diffusion des photos. Alors au début, ça se faisait avec des moyens techniques assez rudimentaires. J'ai participé, enfin, j'ai appris à développer les photos avec le club de Meudon, où j'ai appris aussi à faire des agrandissements. Ensuite, j'ai fabriqué mon propre agrandisseur.
avec un vieil appareil à photo à plaque. Par la suite, Jean-François m'a refilé aussi un agrandisseur beaucoup plus moderne. Et moi-même, j'ai écrit des articles dans la revue pour jeunes Bayard, des articles pour apprendre à développer et à tirer des photos soi-même. Bon, tout ça, c'est de l'histoire tout à fait ancienne, puisque maintenant, tous les gamins se servent d'appareils numériques et savent envoyer des photos d'un bout à l'autre de la Terre. Mais il est vrai qu'au début, on prenait les photos, on les développait nous-mêmes, on les agrandissait nous-mêmes, et ce qui fait qu'on a beaucoup de chance d'avoir plein de photos. Et on a communiqué, je crois, l'intérêt pour la photo à nos enfants et par là même à nos petits-enfants. On pourrait en dire autant du cinéma. Quand j'étais petite, je ne suis pas grande moi, mais enfin j'ai grandi quand même. J'étais comme Thibaut, j'avais mal aux jambes. Et donc, en m'appuyant sur les pieds, ça me soulageait. Et effectivement, en grandissant, c'était pareil. Et je vous ai demandé de me marcher sur les pieds. Ah ben oui, parce que ça me soulageait les jambes. Mais ça, c'est quelque chose qui vient depuis que je suis petite. Alors maintenant, j'ai tellement mal aux jambes. À côté de ça, tu ne te laissais pas marcher sur les pieds. Quand? Mais je les ai gardées, toutes. Bon, on s'en échange plus pratiquement depuis très longtemps puisqu'on vit ensemble. Mais quand on était fiancés, d'ailleurs, avant qu'on se fiance, tu m'as... La première lettre que Théo m'a envoyée, qui n'est pas une lettre, qui est une carte postale, nous nous étions rencontrés au mariage de Gabi Geneviève, qui se sont mariés au mois de mars. Et Théo m'avait déjà tapé dans l'œil, pourtant j'étais toute jeune, j'avais 19 ans et demi. Et Théo partait au mois d'avril, c'était les vacances de Pâques, il partait faire son stage de directeur de colonie de vacances. Alors je lui dis, vous pourrez peut-être m'écrire. Il ne m'a pas répondu, il est parti. Et un jour, pendant ses vacances, parce que moi je travaillais bien sûr à Paris, je reçois une carte postale où il y avait des timbres collés tout autour, ça faisait une bordure comme un cadre, et puis au milieu il y avait Mademoiselle Geneviève Matedi Mademoiselle Geneviève de Sureaune, mon adresse, 71 boulevard Gambetta, et puis à l'endroit de la correspondance il y avait une signature. Matedi. Point. C'est la première lettre que j'ai reçue de Théo. Sans texte. Alors je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut que j'en pense? Qu'est-ce qu'il faut que j'en pense? Bon, enfin les choses ont évolué tout doucement. Puis un jour, il m'a envoyé une lettre en me disant, je me croyais un type tout à fait rationnel, mais je perds toute ma rationalité. Je peux plus, j'attends le samedi, je n'ose plus toucher un vase parce que j'ai peur de le faire tomber par terre et de le casser, etc., etc. C'était une déclaration, là. Alors, à partir de là, ça a encore évolué, et puis alors, au cours de... Il a fallu casser beaucoup de vases. Au cours de toutes nos fiançailles, qui ont duré 9 mois, nous nous sommes beaucoup écrits, plusieurs fois par semaine, parce qu'il faut bien vous dire qu'il n'y avait pas le téléphone comme maintenant. C'était toujours la même chose. Moi, j'avais pas le téléphone, Théo n'avait pas le téléphone, on se téléphonait pour quelque chose de très précis, 5 minutes, rendez-vous Gare Saint-Lazare, salle des pas perdus, samedi à 17h02, par exemple. Voilà, mais c'est tout. Jamais on aurait pu dire, puisque c'était toujours le téléphone commun, tout le monde entendait, donc on ne pouvait pas téléphoner. Donc on s'écrivait, on s'est écrit beaucoup, et on les a gardées, toutes ces... Et puis... Nous avons beaucoup d'archives.
Voilà. Mais une fois mariés, on ne s'est plus écrit parce qu'on est partis en vacances ensemble, on a fait les colonies ensemble, on a tout fait ensemble, donc voilà. Mais vous retrouverez tout ça dans nos archives. Bah, tu sais, moi j'ai si peu vécu à Poggi, j'ai jamais vécu à Poggi, hein. On y allait en vacances. On y est allé peu en vacances. Parce que moi, Poggi, ça s'est construit. euh, j- euh, Tu étais né, enfin Jean-François était né et Didier était né quand ça s'est. Donc, moi, j'ai pas passé pratiquement de vacances. Moi, c'était tout à Proussy chez grand-mère. Moi, les souvenirs que j'ai, et donc, ben, le perron de Poggi, pour moi, il ne représente pas grand-chose, quoi. Mais Dadou était très fier, quand même. Dadou était très fier. Il avait fait construire cette maison de Poggi avec les dommages de guerre. Parce qu'il y avait mon oncle qui a été tué au débarquement et qui avait une ferme avec des dépendances à Soulmont. Et comme il avait fait de la résistance et qu'il avait mis au débarquement un drapeau français, les Allemands n'ont pas laissé une pierre debout de ses corps de bâtiment. Ce qui fait que c'était excentré du village, etc. Et donc, avec ces dommages de guerre, eh bien, Dadou a touché une certaine somme. Il a pu acheter un terrain et construire cette maison avec les dommages de guerre. Alors, il en était très fier parce que ça n'avait rien à voir avec les maisons vétustes qu'il y avait en haut, mais voilà. Et c'est là que nous allions quand même en vacances On est allé par la suite. Voilà. Mais Françoise en a bénéficié plus. Puis Georges n'y a pas été non beaucoup non plus. Voilà. Alors ça mérite d'être raconté. Mon père donc avait la tuberculose et à l'époque ça ne se soignait pas. Et en plus il ne pouvait pas parler parce qu'il avait la gorge qui était atteinte. Alors ne pouvant pas parler ou très difficilement, il écrivait sur un cahier tout ce qu'il voulait dire à ma mère ou à ma tante ou au docteur. Et puis, de fil en aiguille, il a utilisé ce cahier pour dire, sachant qu'il ne survivrait pas, pour dire à ses enfants tout ce qu'il voulait leur dire. Alors ce cahier, ma mère, c'est une des rares choses qu'elle a très précieusement conservé, que j'ai après continué à garder, et que j'ai inclus dans un des tomes des mémoires de la famille en le photocopiant tel que c'était un cahier d'écolier sur lequel il écrivait avec un crayon. Voilà, alors tous ceux qui ont les mémoires de la famille peuvent en prendre connaissance et nous poser des questions à son sujet s'ils le veulent. On n'a pas eu tellement d'accidents. Ça n'a jamais été des accidents graves. Non. Par contre, on avait des vieilles voitures. Et c'est vrai qu'on était tassés. Maintenant, on ne pourrait plus jamais. Quand je me souviens qu'on partait avec nos 3 garçons dans une petite 4 chevaux, j'avais, comment il s'appelle, Xavier sur les genoux pendant 10 heures, parce qu'il n'y avait pas d'autoroute à l'époque. On partait, on allait à la Lavanche. C'était terrible. Donc non, des petits accidents. Non, mais Mis à part Jean-François quand il a failli écraser son frère en poussant la voiture de
Je pourrais T'es parti toute raconter l'incident qui m'est arrivé lorsque j'apprenais à conduire Ah, à oui. Bellevue. Ça, très bien, très bien. Ça fera rire Ouais. les spectateurs. Je peux? Voilà, je voulais apprendre à conduire. À l'époque, je devais avoir, je ne sais pas, 20 ans, quelque chose comme ça. Mais je n'avais pas de voiture. Alors j'ai demandé à M. Bonhomme, directeur de l'école Saint-Joseph à Bellevue, qui était le parrain de Gabi en même temps, je lui ai demandé s'il pouvait me prêter sa vieille voiture qui lui servait à aller aux Halles de temps en temps. Bon, alors il m'a dit bien sûr, bien sûr. Alors je me suis dit, je vais faire des essais de marche, enfin de marche arrière dans la petite rue qu'il y a derrière l'école où il n'y a pas du tout de circulation. Comme ça, je risque rien. Alors j'ai pris la voiture et puis j'ai voulu faire une marche arrière dans l'autre sens pour mettre la voiture dans le sens contraire. Mais en reculant l'arrière de la voiture direction voie ferrée, j'ai perdu le contrôle de la pédale de marche arrière, enfin d'embrayage, je ne sais pas quoi. Enfin, j'ai perdu le contrôle. Et la voiture a a poussé la barrière de ciment qui s'est ouverte un petit peu comme un portail et l'arrière-train de la voiture, les deux roues arrière, étaient dans le vide côté voie ferrée. Alors, que faire? Je ne pouvais pas revenir tout seul. D'autre part, le train Paris-Brest de la gare, c'était Montparnasse, je crois, allait arriver dans quelques minutes. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas réfléchi. J'ai couru à toute vitesse à la gare de Bellevue, qui n'était pas loin, et je connaissais, j'avais déjà vu le chef de gare, je savais que c'était lui. Dites donc, monsieur le chef de gare, le train Paris-Brest va arriver. Est-ce que vous voulez bien mettre les signaux d'arrêt pour tous les trains? Alors, je lui dis, regardez par la fenêtre, là, on voit la voiture qui dépasse. Il y a une voiture et ça risque un gros accident. Alors aussitôt, il a arrêté le train de Paris-Brest. Moi, j'ai couru à toute vitesse chez le premier garagiste que je connaissais en lui disant « Est-ce que vous pouvez venir avec votre dépanneuse? Il faut retirer une voiture qui est à moitié sur la voie ferrée. Ça risque de provoquer un gros accident. » Alors Surtout qu'il faut dire que la route, elle était au-dessus de la voie ferrée de je ne sais pas combien de mètres. Hein. Oui, il y avait 2 mètres, 3 mètres environ. Donc la voiture risquait de tomber en plus sur la voie ferrée. Alors je suis monté avec lui, on a accroché la voiture avec un câble, on a sorti la voiture, on a remis la barrière avec des bouts de fil de fer, et ouf, Le Paris-Brest a pu. l'honneur était sauf. J'ai rendu les papiers de la voiture à M. Bonhomme. Et Pépé rigolait bien quand il nous racontait. Il disait « Ah Geneviève, l'histoire de Théo ». Bon, enfin, il n'y a pas eu de suite. Les chemins de fer ont fait faillite à moitié depuis, mais le chef de gare était vraiment sympa. Alors moi, si, on a une histoire de voiture. Ah, une histoire de voiture Quand on aussi. était fiancés, toujours. C'est vieux, c'est pour ça que j'avais oublié. Théo, quand je passais le week-end à Meudon, Théo me raccompagnait le soir à Colombes chez mes parents. Et voilà qu'un dimanche soir, il me raccompagne, vous voyez, Meudon-Colombes, on passe tout le long de la Seine, et à l'époque, il n'y avait pas de barrière le long de la Seine, et puis c'était une rue pavée. Et donc, il était minuit à peu près, et puis d'un seul coup, je dis à Théo, « Oh, regardez, il y a une roue qui roule toute seule devant nous. » Ça descendait un tout petit peu. Je vois Théo d'un seul coup, affolé, qui tout doucement arrête la voiture. Il y avait la Seine à droite, hein, à 100 pas. Et puis il dit, ben, on a perdu une roue. Alors effectivement, c'était toujours la vieille voiture qui avait Toujours la même. sur la voie ferrée. Et on avait perdu une roue.
Il était minuit, il n'y avait personne, c'était tout dépavé. Alors on a été récupérer la roue. Et puis Théo m'a dit, mais il faut qu'on retrouve les boulons. Parce que si on n'a pas les boulons, on ne peut pas bouger. Alors on a remonté. Un coup de peau, on a retrouvé tous les boulons. Parce que comme c'était des pavés, ça n'a pas roulé long. On a fini par les retrouver. Théo a revissé les roues. Il m'a raccompagné à Colombes. Et voilà. Eh oui. Ça rejoint ce que les papillons dont on parlait l'autre jour, parce que c'était dans le petit salon à Colombes, quand on a eu cet appartement et qu'on a installé ce petit salon. Effectivement, Marie-Françoise nous a fait une magnifique rabane, un fond sous-marin avec les poissons, avec les algues, etc. Et quand on a déménagé, je ne sais pas du tout ce que c'est devenu. Je ne me souviens pas. Je ne sais pas. Pour chaque déménagement, on perd la moitié de nos affaires. On n'a jamais su ce qu'il était devenu et c'était pourtant très beau. On cherche un détective. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus, parce que à l'époque, le darwinisme n'était pas retenu par l'Église catholique, reconnu par l'Église catholique. C'était ce qu'on appelle la création, d'après la Bible. Le créationnisme. Le créationnisme mot à mot. Et Teilhard de Chardin, qui était un grand paléontologue, qui avait découvert des tas de squelettes humains en Chine et ailleurs, a voulu rompre un petit peu ce tabou et a écrit des livres qui n'étaient pas du tout créationnistes, qui étaient au contraire évolutionnistes, c'est-à-dire qui suivaient on ne peut pas dire la doctrine, mais les théories de Darwin. Et donc, ce Teilhard de Chardin a ouvert une brèche et a écrit plein de livres. Il s'est fait d'ailleurs mettre à l'index par l'Église, et ces livres même ont été interdits. Enfin, quoi qu'il en soit, c'était un grand savant, et nous achetions ces livres. Mais aujourd'hui, il existe encore des associations Teilhard de Chardin. Heureusement qu'il y a eu Teilhard de Chardin qui a brisé le tabou, parce qu'en ce moment, il y a quantité de sectes et de gens qui veulent revenir, d'intégristes, de gens qui veulent revenir au passé, qui veulent ramener le créationnisme à la mode. Entre autres, ça se passe aux États-Unis. Si on interroge dans la rue un Américain, il est presque toujours créationniste. Et le créationnisme revient même dans les écoles américaines. Alors inutile de dire qu'il y a des créationnistes en France qui essayent par tous les moyens de revenir à cette ancienne doctrine. Il ne faudrait pas tomber malade. Moi, j'ai pas peur de la mort, mais j'ai très peur de souffrir. La souffrance. Parce que je m'aperçois que, par exemple, quand j'ai une grosse crise, on perd presque son libre arbitre. Il faut s'agouter pour ne pas se laisser submerger par la douleur, etc. Donc, il faudrait mourir. Mais comme on ne choisit pas, hein. Moi, en tous les cas, moi j'ai eu une vie heureuse comme tout, et j'avoue que je suis arrivée à un point
Bien sûr, j'ai mis encore vivre quelques années, mais même si je mourrais bientôt, je pense que j'ai eu une vie pleine que je ne pourrais pas avoir mieux. Ben, moi, je dirais comme Geneviève, sauf que je ne souffre pas, que je n'ai pas à prendre le médicament. Donc, la question ne se pose pas. Peut-être qu'un jour, je recevrai une météorite. Enfin, que j'aurai quand même le temps de sauter à côté. No comment. Si, tu aimes te donner en spectacle, alors tu aimes beaucoup te déguiser. Enfin, un chapeau, ce n'est pas tout un déguisement. Mais c'est vrai que j'en ai, si on compte les bonnets, Les casquettes les et tout. casquettes, j'en ai, je sais pas, une trentaine. Ah oui, ah oui. Mais j'en donne volontiers à ceux qui les admirent. Et puis il y en a qui finissent par être jetés parce qu'ils sont usés, troués et tout. Si on veut. Ah, c'est pas moi qui les jette. Je les Mais la garde. dernière passion de Théo, ah si, qui date d'il y a 2 ans. Théo demande, oh, je voudrais une casquette avec des poches sur les côtés pour pouvoir emmener toujours du papier, un crayon, un peu de sous, etc. Alors Claire me téléphone en disant qu'est-ce qu'il veut Théo pour son anniversaire. Je lui explique. Et puis elle arrive pour l'anniversaire de Théo à Pâques, c'est il y a 1 an et demi. Et elle n'avait pas trouvé de casquette, mais elle avait trouvé un bob avec 2 poches À fermeture à éclair. fermeture éclair où Théo pouvait. Voilà. Et puis moi, 6 mois après, j'ai trouvé une casquette avec aussi 2 poches. Alors ce qui fait qu'il a 2 couvre-chefs avec ses petites poches. Voilà. Ah, on revient à ma passion des livres. C'était à la fin de la guerre, donc j'avais 12 ans à peu près. Pour un Noël, ma mère a offert à mon père un livre dont le papier était vilain, c'était des papiers de guerre avec une couverture en carton pâte qui était toute molle. Un livre qui était gros, hein, qui avait près de 1000 pages. Et ma passion de lecture, donc je démarrais mon adolescence à plein, j'ai lu ce livre qui raconte la saga d'une famille sur plusieurs générations, avec 3 femmes qui m'ont beaucoup marquée. Et en fin de compte, ces 3 femmes ont été un modèle pour toute ma vie. C'est peut-être bizarre que je raconte ça, mais c'est pourtant la vérité. Parce que je crois que quand on est gamin, on a besoin d'avoir des modèles. Et 3 femmes qui sont à des époques différentes et qui pour moi ont été un modèle. Et ce qui fait qu'en plus, j'ai bien lu ce livre au moins 10, 12 fois dans ma vie. Et ce qui est curieux, c'est que je l'ai relu au printemps dernier. Alors, je le connais pratiquement par cœur. Et figurez-vous que ce livre, il m'a appris comment fonctionnait une société. Parce qu'il y a une usine aussi, dans la vie d'une usine tenue par des gens. Ça m'a appris non seulement la vie des femmes, mais la vie d'une société, la vie... Vraiment, je ne sais pas comment le dire, je ne sais pas comment le décrire, mais pour moi, ça a été très, très important dans ma structure, dans ma façon de vivre. Voilà. Ça a été à certains moments des modèles de gens qui se tenaient debout. Et je dirais, c'est dur peut-être ce que je vais dire, mais des modèles féminins, j'en ai pas trouvé dans ma famille comme ça. Et donc, j'ai choisi mes modèles dans ce livre.
Voilà. Et le pire, c'est que je n'ai jamais pu faire lire à mes enfants. Si je crois qu'il n'y a que toi qui as dû le lire, Jean-François, mais mes autres enfants, personne n'a voulu le lire. Oui, mais Jean-François, il l'a lu, et puis le livre a disparu. Ah oui, c'est vrai. Mais heureusement, une ancienne de la Lavanche m'en a offert un l'année suivante. Parce que je lui racontais l'histoire de ce livre qui, pour moi, représentait beaucoup. Et elle l'a trouvé Le bouquiniste. ouais, par Internet d'ailleurs. Et elle m'a envoyé ce petit cadeau. Elle m'a envoyé ce livre. Qui est d'ailleurs d'un papier de guerre aussi, mais encore bien pire que celui que mamie avait offert à Dadou. Ce sera l'année prochaine. Vous anticipez là. C'est long, très long. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pour nos 50 ans de mariage, je vous avais envoyé à tous les quatre une lettre que j'avais mis un bout de temps à rédiger. Et il y a encore 10 ans de passé. Alors c'est 60 ans de mariage, c'est une vie tellement longue déjà. Moi, je trouve pas que la vie est longue. Je trouve au contraire que c'est très court. Oui, mais enfin oui. C'est bien si tu trouves que c'est très court, c'est bien. Mais c'est trop On n'a pas long, les mêmes c'est valeurs. trop long pour expliquer tout ça. Bon, il y a des moments très durs, il y a des moments durs, et puis il y a des moments de joie intense. Quand on s'est mariés, on avait un but, on avait un objectif. On s'est mariés, on voulait 6 enfants, on voulait une maison ouverte. Alors donc on a mis nos efforts là-dessus. Il y en a d'autres, ça aurait été peut-être la réussite, je sais pas moi, la réussite matérielle, politique ou je sais pas quoi. Donc on s'est focalisé là-dessus. Je trouve qu'on n'a pas trop mal réussi. Mais bon, et puis la famille s'agrandissant, ça nous... Les enfants, les petits-enfants, en fin de compte, ont une très grosse importance pour nous. Et maintenant, notre arrière-petite-fille. Mais si on a tenu aussi longtemps, je crois que c'est parce qu'on a su réserver notre période, notre liberté, notre espace de liberté, respecter l'espace de liberté de l'autre. Voilà. C'est pour ça que j'ai toujours tendance à me mettre un petit peu plus loin. Voilà. Et je crois que ça, c'est très important.